Eh ben, merci beaucoup. Déjà, juste un petit check son, ça va pour le volume là, tout va bien? Ouais, Ok, c'est super. parfait, merci. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Hein, j'avais entendu parler de ce groupe à Nice pour une soutenance d'une thèse et on m'avait dit, ah, tu devrais y participer et c'est maintenant et ça me fait bien plaisir. Donc, j'ai choisi de compiler un petit peu un certain nombre d'études qu'on a menées ici à Genève et autour de la question qui peut être à la fois fondamentale mais aussi appliquée du côté relaxant et stimulant des odeurs. Donc, avant de commencer, alors, voilà, juste pour expliquer plus globalement que les études que je vais vous présenter, elles font partie d'un projet plus vaste qui s'appelle Emodor, un projet qu'on a depuis 2005 maintenant avec Firmenich, en ce temps-là, qui maintenant est devenu DSM Firmenich. Et donc, on a une enveloppe d'argent qui permet de faire de la recherche en payant des post-docs et des étudiants en doctorat pour conduire les études en collaboration avec eux. Et pour ma part, je suis complètement pas payé par DSM Firmenich, mais par l'Université de Genève. Donc, j'ai d'autres projets que celui-là en cours. Et l'objectif du projet, très globalement, c'est à la fois de faire de la recherche fondamentale, et on a, là, je vous ai fait un petit peu med pour, on a 27 publications, donc ça, c'est un peu, à l'Université de Genève, on tient beaucoup à ce que quand on a une collaboration avec une entreprise, on puisse publier. De toute façon, on ne part pas avec une entreprise si jamais il n'y a pas de publication. Mais bien évidemment, travailler avec une entreprise, et je vais essayer de souligner ça aussi pendant mon talk, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui nous écoutent aussi, donc peut-être qu'ils seront amenés à faire de la recherche, non pas dans des universités, mais dans du privé. Euh, donc l'objectif des compagnies, c'est quand même de faire de l'argent, de déposer des brevets, de trouver des méthodes pour bien mesurer les choses qu'elles voudraient mesurer. Et donc nous, depuis 20 ans, on a fait 2 patents avec eux, ce qui montre qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites qui ne marchent pas en appliqué pour créer des outils pour eux. Il y a énormément de déchets, je vais dire, d'un point de vue appliqué, alors qu'on fait beaucoup d'études qui donnent rien d'un point de vue applicable pour eux en entreprise. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fait pas de recherche fondamentale en entreprise, bien évidemment. OK. Donc, je vais prendre un point de vue un peu presque consommateur, je vais dire, mais en tout cas un point de vue bien connu, qui est que les odeurs plaisantes, on va regarder que les odeurs plaisantes aujourd'hui, pourraient nous relaxer ou nous stimuler. C'est quelque chose d'assez connu, en tout cas rapporté par les gens, dont on a des exemples même dans la littérature ancienne, en Égypte, etc., que vous pouvez utiliser les odeurs pour atteindre des états de relaxation, de stimulation. Et l'idée que je vais faire transparaître aussi pendant ce séminaire, c'est que c'est important de savoir ce qui se passe quand on sent une odeur, mais c'est bien aussi si elle a un effet à plus long terme, que c'est pas juste quand on la sent. Voilà, quand vous allumez votre bougie pour vous relaxer le soir, bah, c'est pas juste pendant que la bougie est là, mais après, ça devrait maintenir un peu cet état. Et on est de plus en plus dans une recherche d'effets à moyen terme ou long terme, plutôt que juste sniffer l'odeur, et on regarde ce qui se passe en vous quand vous la sniffez juste à ce moment-là. Voilà, il y a beaucoup de rituels qui incorporent l'idée qu'on va pouvoir se détendre ou se stimuler avec des odeurs. Et puis arrive donc la question, on va prendre le point de vue d'un industriel, et dire, bah oui, mais je veux vendre un produit et je voudrais vraiment savoir s'il relaxe ou stimule. Je veux pas juste faire du marketing et dire, tenez, voilà mon produit, il relaxe, et puis je mets une belle étiquette dessus, mais je veux vraiment savoir si c'est vrai. Et comment mesurer le fait qu'une odeur puisse relaxer ou stimuler. Et c'est là où, entre guillemets, nous, on rentre en jeu, c'est-à-dire on va tenter de répondre à des questions aussi simples que celle-là, mais qui ne l'est pas du tout, mais avec des mesures où on va pouvoir derrière, avec une certaine certitude, dire, voilà, la probabilité que cette odeur, elle relaxe est celle-ci, ou voilà. Ou en tout cas, on va aussi leur dire, ah ben, on connaît plusieurs méthodes, et voilà ces méthodes qu'on vous propose pour que vous mesuriez, vous, en interne, les propriétés relaxantes ou stimulantes des odeurs. À Genève, on a une particularité dès qu'on parle d'émotions et de phénomènes affectifs, c'est qu'on a tendance à avoir une approche qu'on dit multicomponentielle. Pourquoi? Parce que on a la certitude euh,
que pour bien étudier des phénomènes aussi complexes que des phénomènes affectifs comme les émotions, les humeurs ou les traits même, eh ben, il ne faut pas avoir un seul angle d'approche. Il ne faut pas seulement mesurer le ressenti avec des questionnaires, il ne faut pas seulement mesurer la physiologie, parce que ça produit des biais où on va faire des inférences inverses qui seront fausses. Donc, il est bien d'essayer, dans la mesure du possible des ressources, d'avoir une approche qui va combiner plusieurs angles d'approche. Donc là, je vous mets un peu les grandes composantes de l'affect qui sont reconnues par un peu tous les théoriciens comme étant importantes dans un phénomène affectif. Donc il y a le ressenti, on va en parler bien sûr. Il y a la composante motivationnelle. Vous voyez la souris ou pas? C'est toujours... OK. La composante motivationnelle qui est le fait qu'on va préparer l'action quand on a une émotion. Donc est-ce qu'on va s'approcher, éviter ou vouloir prendre soin? Enfin, il y a plein de préparations à l'action qui existent. Bien sûr, il y a tout ce qui se passe au niveau cognitif de détection et de préparation de l'action. Euh, il faut évaluer la situation comme étant probable d'avoir une émotion et puis il faut générer l'émotion elle-même. Donc tout ça, c'est le côté un peu au niveau cérébral de l'élicitation en anglais, donc la genèse. Il y a bien évidemment, il faut que l'organisme se prépare à répondre et pour ça, ben, il faut lui donner de l'énergie, il faut lui donner les moyens et ça, c'est plutôt la réponse physiologique. Donc dans chaque phénomène affectif, il y a des réponses physiologiques. Euh, et puis, il est bon quand on a une émotion de transmettre à l'autre quel type d'émotion on a pour que l'autre s'adapte. Et puis, donc, ça, c'est un peu la composante expressive, donc aussi bien l'expression du visage que la posture, que la prosodie, sont pour nous un moyen de transmettre à l'autre l'état dans lequel on se trouve et qui permet dans un groupe social de gérer cette situation, de prévenir les autres qu'il y a un danger potentiel, par exemple, au contraire, de demander du réconfort ou ce genre de choses. Ça, c'est la composante expressive qu'il a. Donc, en fait, quand je vais regarder là maintenant les histoires de relaxation-stimulation, eh ben, on va aborder ça sous plusieurs de ces angles. Euh, et la première question qu'on s'est posée au début de notre collaboration avec DSM-Firmenich, c'était de savoir, OK, est-ce que le côté relaxant et énergisant des odeurs est un ressenti bien établi chez les gens dans différentes cultures? Donc ça, c'est des études que vous connaissez peut-être qu'on a menées avec euh, notamment Christelle Créa, puis après Camille Ferdinandi, où on a proposé une liste de mots émotionnels. Et la question qu'on a posée aux gens, c'est est-ce que vous utiliseriez ce mot pour décrire ce que vous ressentez quand vous sentez une odeur? Voilà, question assez simple. Et les gens mettaient oui, non. Donc on est parti d'une liste de 480 termes. Donc au début, on n'a pas donné d'odeur, mais ils ont dit celui-là oui, celui-là non, celui-là oui. Donc ça restreint. Dans une deuxième étape, on leur présente des odeurs, 73 quand même, de différents types d'odeurs. On a vraiment balayé pour trouver des odeurs de la vie quotidienne. Et puis là, on refait la même chose avec les termes qui restent. Et on leur dit, bah voilà, on leur fait sentir l'odeur. Et là, ils jugent, oui, je pourrais ressentir ça, oui, non, oui, non. Et puis on réduit encore. Et on fait une étude, cette fois-ci confirmatoire, avec un plus grand public. On propose là une liste de 36 termes et on regarde si ces 36 termes arrivent bien à être utilisés par les gens quand ils veulent dire ce qu'ils ressentent avec une odeur sous le nez. Et on arrive là avec un modèle qu'on a fait d'abord en Suisse. euh, et puis ce modèle, voilà les termes que les gens ont utilisés. Ils sont en anglais, mais il y a bien évidemment la dimension de valence et d'activation qu'on retrouve dans quasiment tout modèle émotionnel, mais il y a aussi des dimensions affectives comme ce qu'on a appelé désir, sensualité ou nostalgie, bref. Donc, vous pourrez lire les termes plus sereinement après si vous voulez. Mais ce qu'on a constaté, c'est que oui, les gens rapportent des vécus d'énergie, de stimulation ou au contraire de calme, de sérénité, de détente quand ils sentent des odeurs. C'est bien une dimension verbale, subjective, rapportée par les participants. Je vous passe le fait qu'on a comparé ce modèle au modèle existant émotionnel et celui-là, il explique beaucoup plus de variance. Donc, il est assez bien adapté pour décrire les ressentis que les gens peuvent avoir quand ils sentent des odeurs. Et ça,
On l'a fait pas seulement en Suisse, parce qu'on ne pense pas que la Suisse représente le monde. Du coup, on est allé un peu partout, là où on pouvait, où il y avait des universités qui voulaient bien travailler avec nous. Et puis, donc, on a fait en Chine, à Singapour, au Brésil, 2 fois aux USA et puis au Royaume-Uni. Et on a fait exactement cette même démarche. On a changé les odeurs pour que les odeurs soient adaptées à la culture. On a changé les termes, les traduits, back translation. On a tout et on a aussi demandé aux chercheurs locaux de nous dire si on passait pas à côté de phénomènes émotionnels ou de phénomènes olfactifs afin de couvrir un peu tout, aussi bien les odeurs, mais aussi les ressentis potentiels. Et donc, on a un modèle là qui propose, on va dire, 9 dimensions et deux de ces dimensions, alors c'est une dimension d'énergie et une dimension de relaxation, apparaissent dans toutes les cultures, quasiment. Okay. Donc oui, c'est bien un phénomène, le côté relaxant ou stimulant des odeurs. En tout cas, les gens décrivent ressentir ça quand ils sentent des odeurs, potentiellement. Donc ça, c'est un bon point de départ. Et ça a permis de faire un modèle qui est utilisable par tout le monde, mais qui est par exemple maintenant utilisé en interne à DSM-Firmenich pour mesurer les ressentis liés à leurs produits. Donc ça, c'était clairement un outil qu'on a pu transférer de recherche fondamentale en quelque chose d'appliqué. C'est un questionnaire qui se fait assez rapidement et qui est utilisé par pas mal de gens maintenant. Donc ça fait assez plaisir. Euh, alors, c'est posé la question après d'étudier ça d'un point de vue verbal, on vient de le voir, mais maintenant, est-ce que ça n'est que verbal? Est-ce que c'est de l'introspection? Est-ce on se dit, oui, oui, là, je ressens quelque chose de stimulant ou au contraire de relaxant? Est-ce que c'est juste de l'introspection consciente? Alors, ce sont les études que je vais présenter juste après, qui va s'intéresser au processus dit implicite, mais il nous fallait des bons candidats d'odeur pour générer de la relaxation ou de la stimulation chez les gens. Alors, il y avait pas mal de candidats, mais on a pris des candidats sur la base des études qu'on avait déjà. Donc là, vous avez par exemple quelques mesures qui ont été faites sur l'amande poivrée et puis la vanilline. Et quand on pose la question de dimension de relaxation, alors on a des belles différences où effectivement la vanille est bien plus relaxante que l'amande poivrée. Et si vous posez les questions en termes d'énergie, c'est l'inverse. Donc à partir de ces études faites par Geos, on s'est dit que ces deux-là étaient des bons candidats. On a confirmé ça avec d'autres études. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir le cas, et c'est pas tout le temps le cas, ça dépend de votre échantillon, où ces deux odeurs sont jugées de manière similaire en familiarité. Elles sont jugées de manière similaire en intensité si vous ajustez bien sûr vos concentrations. Et elles peuvent parfois être jugées de manière, et ce n'est pas le cas dans cette étude-là que je présente, de manière similaire en liking, en hédonicité. Et ça, c'est le ticket gagnant parce que si elles ne diffèrent que dans leur côté relaxation et énergie, c'est vraiment sympa pour les maniques parce que vous n'avez pas de gros confounds liés à la valence, qui est toujours quelque chose qui peut être très embêtant quand vous faites de la physio ou de l'IRM ou quoi que ce soit, que vous ayez des gros confounds liés à la valence, ça peut être embêtant. Donc, mais en tout cas, d'après, je vous présentais juste deux études là où on a pas mal de ratings sur le menthol, la menthe poivrée, toute cette famille-là, et puis tout ce qui est vanilline, pour choisir ces deux candidats pour des études euh, sur les processus implicites. Donc, comme je vous l'ai dit, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce ressenti de relaxation et d'énergie, qui est basé sur une introspection qu'on dirait consciente, ou est-ce que de manière sous-jacente, il y a un tas de processus qui vont traiter ce côté relaxant et stimulant. Euh, Parce qu'on peut toujours demander aux gens s'ils ont un ressenti de relaxation, de stimulation. Mais on sait qu'en demandant, il y a des biais de désirabilité sociale, plein de choses. Et donc, quand on travaille aussi avec des compagnies qui veulent plus maintenant demander aux gens, mais qui veulent avoir des mesures dites objectives d'un phénomène, bon voilà, il faut pouvoir voir s'il existe d'autres manières de mesurer un phénomène sans demander aux gens. Euh, donc, nous, on s'est intéressé un petit peu, grâce à ce qu'on sait un peu de la psychologie expérimentale, à des mesures dites de processus implicites. Donc, quelles sont-elles? Alors, je vais vous en présenter deux. C'est des tâches d'amorçage ou priming en anglais, et puis des tâches d'association implicite ou implicit association task.
Donc, l'idée, c'est toujours que dans une situation, ça va revenir pour les deux tâches, on va présenter une odeur de vanille et une odeur de menthe, et on va présenter des mots, d'une manière ou d'une autre, qui sont des mots liés au concept d'énergie, comme tonifié, énergique, revitalisé, ou des mots qui sont associés au concept de relaxation, comme relaxer, réconforter, apaiser, etc. OK? Et l'idée, c'est que si jamais on vous demande de réagir à ces mots pendant qu'on vous présente l'odeur de vanille, eh ben, vous serez plus rapide à réagir aux mots qui sont liés à la relaxation, si jamais il y a une association forte entre les deux concepts. S'il n'y a aucune association entre les deux concepts, donc entre les mots énergétiques, relaxants et la vanille et le menthol, alors il n'y a aucune raison que vous soyez plus rapide ou meilleur à répondre quand on les associe. OK? Et je vais revenir en détail. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'on vous envoie l'odeur et on vous demande de réagir aux mots qui sont soit relaxants et stimulants. Et s'il y a une relation particulière entre l'odeur et le caractère relaxant, par exemple, alors vous devriez être meilleur et plus rapide à répondre quand c'est relaxant que quand c'est stimulant. Alors, comment on a fait ça? Là, c'est une étude qui est en révision. C'est une tâche de priming. L'idée, vous avez le décours temporel ici. L'idée, alors oui, on a besoin de timing assez précis pour la présentation d'odeur, mais aussi, donc on a fait construire un petit peu des embouts comme ça qui sont en métal et qui peuvent être stérilisés facilement. Et le participant, bon, il branchait un olfactomètre hein, assez classique avec les odeurs qui sont dans des petites vials, des j'ai plus le terme, des petites fioles de verre, et assez proche du nez du participant. Et les embouts sont carrément dans le nez. On essaie de les orienter un peu vers le haut, vers l'épithélien, comme ça. Donc, on a des stimulations qui sont assez claires, nettes, précises, et qui arrivent rapidement sur les muqueuses. Et donc, l'idée, c'est de demander aux gens de se préparer à inhaler. Ils inhalent la lavande, ici, dans ce cas-là. Et puis après, on leur met un terme qui est soit relaxant, soit stimulant, qu'ils doivent catégoriser. Ils doivent catégoriser du côté gauche ou du côté droit, si on leur a dit avant que le côté gauche, c'était pour ce qui était énergisant et le côté droit, relaxant. OK, ça va? Si jamais ils ont le mot relaxé ici, ils doivent répondre avec un bouton, une touche à droite. Donc l'idée, c'est de catégoriser les mots qui sont soit stimulants ou relaxants en fonction du côté de l'écran. Mais avant, on leur a donné une odeur dont on dit qu'ils n'ont rien à faire avec. OK? Elle est juste là. C'est le prime. Et ce qu'on observe comme résultat, donc ça a été fait avec 46 participants. Là, vous avez la taille d'effet qu'on pourrait s'attendre à avoir si tout allait bien. Et puis, donc là, ce que vous voyez, c'est quand on a primé avec du menthol, eh ben, quand on a amorcé avec du menthol, pardon, eh ben, les temps de réaction liés aux mots énergétiques sont plus courts que liés aux mots relaxants. Inversement, quand on a amorcé avec de la vanilline, les mots relaxants ont des temps de réaction plus courts que les mots stimulants. Il semble donc qu'il y aurait une association un peu privilégiée entre le menthol et les mots stimulants et la vanille et les mots relaxants. Voilà, c'est ce qui est dit là. Le problème avec le priming, c'est qu'on ne sait pas exactement le processus qui est derrière. Est-ce que c'est de l'affectif? Est-ce que c'est du sémantique? Bref. Donc ça, il faudra d'autres études pour essayer de répondre à ça. Mais toujours est-il que cette petite étude de priming semble indiquer qu'il y aurait des processus implicites de relaxation et de stimulation. Mais on a mené une autre étude avec des tests un peu plus... Oui, pardon. Juste dire, le problème du priming, c'est que sûrement comme c'est de la menthe et du vanille, il y a peut-être des gens qui ont reconnu que c'était du menthol et de la vanille. Et dans ce cas-là, c'est plus un amorçage lié à l'odeur, mais c'est un amorçage lié au concept de vanille et de menthol. OK? Bon, je ne vous ai pas présenté, il y a plusieurs manips dans ce papier, mais il y a toujours ce doute-là en disant c'est une mesure presque implicite. Ce n'est pas vraiment une mesure implicite parce que les gens pourraient conscientiser que c'est de la vanille et du menthol, et à partir de là, c'est tout le champ lexical du menthol et de la vanilline lié aux sémantiques qui s'est activé.
Mais on a des moyens autrement pour un peu contrecarrer ça, c'est que on peut faire ce qu'on appelle implicit association task. Donc ça, ce sont un autre échantillon. Et là, on a le bingo, c'est-à-dire qu'on a le fait que les deux odeurs ont été jugées par notre échantillon comme non différentes en intensité, en liking et en familiarité. Par contre, elles sont différentes sur le côté relaxant stimulant. Donc là, on est dans de bonnes dispositions pour ne pas avoir de biais de valence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tâche d'association implicite, pour ceux qui ne savent pas? Alors, ça, c'est l'écran qui est représenté. Et vous avez en haut à gauche de l'écran marqué odeur 1, en haut à droite odeur 2. Et on va vous présenter, toujours avec le même dispositif dans le nez, on va vous présenter de la menthe, enfin du menthol, ou de la vanille. Et si vous allez apprendre que quand vous avez du menthol, vous devez cliquer sur odeur 1. Donc, enfin, cliquer, c'est pas cliquer, vous devez appuyer sur un bouton vers la gauche, là où est odeur 1. Donc, c'est une tâche d'apprentissage que si vous avez du menthol dans le nez, il faut répondre à gauche. OK? Et si vous avez de la vanille dans le nez, il faut répondre à droite. Et ça, on apprend, il y a plein d'essais, et puis les gens, ils apprennent droite, gauche en fonction de menthol, ou c'est pas très dur, hein, ça va vite. Et on fait la même chose avec les mots cette fois-ci. Si vous avez un mot qui relate l'énergie en milieu de l'écran, alors vous répondez à droite ici. Et si vous avez un mot qui est lié au concept de relaxation, alors vous répondez à gauche. Là aussi, vous apprenez gauche, c'est relaxant, droite, c'est énergisant. On est d'accord? Le premier bloc critique, c'est celui-là, où on va mettre les mots et les odeurs en même temps, mais sans que vous sachiez si vous allez avoir un mot et une odeur. Et ce bloc, on va l'appeler compatible. Pourquoi on va l'appeler compatible? Parce que on pense que cette odeur est relaxante, on la met à gauche, et les termes liés à relaxant, vous devez aussi les catégoriser à gauche. Donc l'odeur qui est supposée être relaxante, vous devez répondre gauche, et les mots qui sont relaxants, c'est gauche. Les deux, c'est compatible. OK? Et bien sûr, pour ces énergisants, si on vous met un terme énergisant, vous devrez répondre bouton droit. Et si on vous met le menthol, vous devez répondre bouton droit. Donc là, c'est compatible. Les mots et ce qu'on pense des odeurs, c'est compatible. C'est nous qui définissons que c'est compatible, hein. Peut-être que ce ne le sera pas, hein. Mais nous, on pense que c'est compatible. Donc, on met la vanille pour la gauche et on met le menthol pour la droite. OK? Et après, on est un peu tordu parce qu'on fait un autre apprentissage derrière. Bien sûr, là, pardon, j'ai oublié, on prend les temps de réaction et on prend la performance. OK? À la réponse. Et là, on va faire désapprendre les gens. On va inverser les odeurs. C'est-à-dire que maintenant, ils vont devoir mettre, quand ils auront l'odeur de menthol, ils devront la mettre ici, dans notre cas, à gauche. Et puis, quand ils auront l'odeur de vanille, ils devront mettre à droite. Donc, ils doivent désapprendre et apprendre une nouvelle association. Et le bloc 5 dit incompatible, c'est quand on teste les nouvelles choses, c'est-à-dire que les mots relaxants et stimulants ont une certaine répartition droite-gauche, et les odeurs menthol et vanille ont la répartition supposée inverse. L'idée, c'est que s'il n'y a aucune association privilégiée, le fait que vous ayez appris un nouveau sens droite-gauche, ça devrait absolument avoir aucun impact. Vous allez juste répondre plus vite parce que vous aurez appris plus dans la tâche. Mais sans dire que s'il y a une association privilégiée, alors c'est beaucoup plus simple quand tout est compatible. Vous devez être beaucoup plus rapide parce que les mots relaxants, ils sont à gauche et l'odeur relaxante, elle est à gauche, et les mots stimulants, ils sont à droite et l'odeur stimulante, elle est à droite. Ça va très vite. Mais si on inverse, on crée une espèce de dissonance et on la crée que si les stimulations ont une relation privilégiée avec les concepts qu'on mesure. Ça va? Et c'est effectivement ce qu'on observe. C'est que ici, bon, vous avez la figure tirée de l'article et j'ai refait des différences pour que vous voyez un peu les différences entre compatible et incompatible en millisecondes pour les odeurs. Mais sinon, à chaque fois, vous avez un effet de compatibilité, ce qui prouve bien que les odeurs et les mots avaient des associations particulières en ce qui concerne la relaxation et la stimulation. Et cette différence, elle n'est pas mineure, hein, elle est autour de quasiment 180-200 millisecondes. Donc en temps de réaction, faire une différence de 180-200, en taille d'effet, c'est pas anodin. Donc cette étude et le priming et celle-là semblent montrer qu'effectivement, il y aurait quand même des associations implicites entre certains types d'odeurs, et là en l'occurrence menthol et vanille, et puis les concepts de relaxation et de stimulation.
Vous allez me dire: «Ouais, mais vanille et menthol, c'est tellement évident que l'une est censée relaxer, stimuler» et puis il y avait cette idée de: «Oui, si jamais on se souvient que c'est la vanille et le menthol, alors il y a peut-être du sémantique derrière et pas seulement lié au concept, relaxant, stimulation». Bon, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé avec des parfums qui sont jugés dans le commerce et par les consommateurs comme étant relaxants ou stimulants. Et donc vous avez les notes des parfums là, parce que je ne suis pas supposé vous dire quel parfum c'est. Donc, mais ce sont des parfums du commerce, donc vous avez les notes. Et là, vous avez leurs notes jugées par les participants, familiarité, liking, intensité. Donc, ils sont ISO intense, ISO en hédonicité et pareil en familiarité. Et là, vous avez un qui est clairement énergisant et l'autre clairement relaxant. OK, d'après ce que les gens disent. Eh ben, on va retrouver et là, c'est très dur de dire que les gens, ils vont se souvenir que c'est, tel parfum et cetera, parce qu'il y a tellement de notes dedans. Il faut vraiment les connaître pour être sûr de les reconnaître, quoi. C'est pas comme la vanilline et le menthol auxquels on serait exposé très régulièrement et on retrouve ce résultat qui est un peu plus faible, à 2 différences compatibles, incompatibles. On est toujours plus lent avec les odeurs qu'avec les mots, mais ça, c'est aussi un phénomène expérimental parce que le temps que l'odeur arrive, sur la muqueuse et soit interprétée, c'est normal. Donc voilà, ces études-là qu'on a menées semblent montrer qu'il existe non seulement une association explicite, les gens disent oui, le menthol c'est globalement stimulant et la vanille globalement relaxante, mais aussi on arrive à mettre à l'existence des associations automatiques qui sembleraient montrer qu'il y a des processus implicites dans le traitement de la relaxation et de la stimulation. Ensuite, on s'est posé la question dans ce voyage sur les effets relaxants et stimulants, de savoir si on voulait, je vous en ai un petit peu parlé au début, vraiment savoir si ça relaxe quand on le sent ou s'il pouvait y avoir un effet à plus ou moins long terme. Hem, donc on est parti du constat décrit par, des consommateurs et autres et que les odeurs sont censées avoir des effets qui durent seulement. C'est pas juste quand vous l'avez dans le nez, mais qu'il pourrait y avoir un effet relaxant, à plus ou moins long terme. Et on sait pas trop, il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont essayé de mettre en évidence ces effets à moyen terme, long terme. Peut-être il y a certaines études longitudinales et des études consommateurs aussi, mais sur les mécanismes, de ces effets à plus ou moins long terme, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire là, c'est d'utiliser des odeurs qu'on pense être relaxantes et stimulantes et voir comment elles modifient le réseau cérébral et la physiologie, non pas pendant que les gens la sentent, mais un petit peu après. OK? Pour ça, on a fait des tâches de resting state, ce qu'on appelle. Je pense que beaucoup doivent connaître. Donc, c'est pas très dur une tâche de resting state. Vous dites aux participants, tu fais rien. Donc ça, c'est assez simple. Et puis, ben, en fait, ne rien faire, c'est faire beaucoup de choses, mais en tout cas, il n'y a pas de tâche particulière. Donc, il se met dans un état qui active certains réseaux spécifiques au niveau cérébral. Mais ce qu'on a fait, c'est que les participants ont dû sentir une odeur là pendant 15 secondes. Ensuite, on leur a demandé de juger quelques échelles. Ils ressentent cette odeur 15 secondes. On leur demande de juger encore des échelles. Ils ressentent, etc. Et eux, ils pensent bien sûr que leur tâche, c'est vraiment de juger les odeurs. Et par contre, après, ils ont 90 secondes, 90 secondes de resting state. Donc, ils n'ont rien à faire. Et puis, ben, nous, c'est cette période-là qui va nous intéresser. C'est à la limite pas ce qui se passe pendant qu'ils sentent, mais c'est ce qui se passe juste après, alors qu'ils n'ont plus d'odeur. Ils n'ont l'odeur que avant. Voilà. Et puis après, on leur fait un petit signe comme quoi l'essai suivant va commencer. On leur pose des questions de temps en temps, mais pas tout le temps, de manière aléatoire, sur ce qu'ils ont pensé pendant le resting state. Parce que si on leur pose systématiquement toujours les mêmes questions, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, pendant le resting state, ils vont déjà anticiper la réponse à leurs questions. Du coup, ils auront une tâche à faire. Du coup, ce sera plus du resting state. Pour ça, on a développé un olfactomètre IRM compatible qui est assez sympa puisqu'on peut envoyer 28 odeurs différentes dans l'olfacto là. Puis là, on est passé à son petit frère qui est jusqu'à plus de 50 odeurs, donc ça, c'est assez amusant.
Avant, on avait des chambres de mélange. Maintenant, on a enlevé les chambres de mélange. Pour s'il y en a qui sont intéressés par les aspects techniques, je réponds bien volontiers. Et quelles odeurs on a prises? Alors, on a pris des odeurs dont la sélection était faite sur la base d'une hypothèse qui serait que est énergisant, ou alors la probabilité que quelque chose soit énergisant augmente si on prend une odeur trigéminale. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi sur ce point, c'est que le système trigéminal est un système dit d'alerte qui va avoir tendance à évoquer des réponses d'orientation qui vont en tout cas focaliser l'attention du participant, voire déclencher, si c'est trop, déclencher des réactions réflexes de rejet. Donc, c'est un bon candidat, la trigéminalité, pour aller stimuler un peu le système, ce qui est en parallèle assez intéressant quand on veut évoquer l'arousal, donc éveiller les gens. Donc, on a pris des odeurs agréables, bien évidemment. L'idée, c'est toujours d'avoir, et ça c'est assez difficile à faire, de trouver un jeu d'odeurs qui en valence soit assez similaire, mais qui ait des propriétés qu'on pense énergiques ou relaxantes différentes. Donc, vous voyez un peu le type d'odeur qu'on a. Et puis des odeurs relaxantes dont on pense qu'elles sont moins trigéminales. OK? Alors, bon, je passe assez sur ces ratings-là, mais c'est juste pour dire qu'on a encore une fois trouvé le jackpot, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas différentes significativement en valence, en intensité et en familiarité. Par contre, elles diffèrent clairement dans leur aspect énergisant et stimulant. OK? Je suis à combien? Parfait. Alors, si on regarde ce qui se passe pendant qu'ils sentent l'odeur, parce qu'on dit qu'on ne le fait pas, mais on le fait toujours pour aller voir si tout va bien, contrôle qualité, on contraste odeur versus no odeur et on trouve ce qui est à peu près attendu. Et puis, on a aussi contrasté odeur énergisante versus odeur relaxante. Et là, on trouve comme de l'amygdale, ce qui pourrait être attendu, parce que l'amygdale est un siège important du traitement ou de la pertinence ou de l'arousal. Ça dépend des théories que vous soutenez. Mais ça, c'est des résultats attendus. Mais ce qu'on a fait pendant la période de resting state, c'est de regarder un petit peu à quel point les réseaux et les connexions entre les réseaux évoluent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des régions d'intérêt dans le cerveau, d'intérêt liés à l'olfaction et au phénomène émotionnel, et puis on va aller regarder leur décours dans le temps. Donc ça, c'est l'évolution dans le temps, quasiment de chaque voxel des régions d'intérêt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ça comme des time series. Donc, on va pouvoir passer des analyses de fréquences dessus et extraire des variations à différentes fréquences de cette dynamique du bold au cours du resting state. Et en gros, on a des fréquences plus ou moins élevées qui correspondent un peu au grave et au aigu au niveau de la musique. Donc, on va aller regarder un petit peu les différentes bandes de fréquences en fonction des hypothèses. Et on va regarder pour chaque fréquence qui nous intéresse à quel point ces time courses ils corrèlent au cours du resting state. Donc pendant cette période de repos, si deux zones sont en connexion ou en tout cas en connectivité et agissent un peu de la même manière, alors elles devraient être plus fortement corrélées que si elles ne sont pas en communication l'une avec l'autre. C'est ça l'idée derrière. On fait ça dans une condition et on compare avec des techniques de bootstrapping avec une condition ou resting state où il n'y a pas d'odeur et on peut avoir des matrices de différence. Donc, on voit un peu en fonction des conditions, donc là, relaxant versus stimulant, où sont les différences de connectivité. OK? Donc, on trouve des matrices complexes comme celle-là, parce qu'il y a plein de zones qui sont connectées, d'autres qui ne le sont pas. Donc, après, il faut raconter une belle histoire avec toutes ces relations. Donc, on regarde bien évidemment energizing versus relaxing et relaxing versus energizing. Et juste pour vous donner une image globale, c'est que effectivement, dans plusieurs bandes de fréquences, l'état de resting state est clairement modifié par le fait que vous ayez eu une odeur agréable relaxante ou agréable stimulante juste avant. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, on ne sent plus l'odeur, d'accord? Il y a bien, et je n'ai pas mis la slide là, mais on peut même prédire, suivant l'état du cerveau pendant le resting state, si la personne a eu une odeur relaxante ou stimulante. Donc, il y a vraiment une modification sur les
90 secondes, parce que ça ne veut pas dire que c'est des modifications à long terme, sur les 90 secondes après avoir senti l'odeur, il y a bien une modification des réseaux cérébraux impliqués dans l'olfactif, mais pas que, dans l'émotionnel. Et vous remarquerez que l'amygdale, à ce moment-là, n'est pas impliquée, et ça reste une piste assez intéressante à étudier pour savoir pourquoi à ce moment-là, alors qu'elle est censée coder tout ce qui est arousal et énergie, elle ne répond plus pendant le resting state. Et si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà, donc au niveau cérébral, il y a bien des différences entre les odeurs relaxantes et stimulantes quand on sent l'odeur, mais aussi après. Et pendant que les gens étaient dans l'IRM, on n'a pas fait que mesurer leur cerveau. On a, voilà, ça c'est le fait que l'amygdale ne réponde pas. On a aussi mesuré la physiologie. Et ça, c'est un aspect important parce que s'il y a bien, enfin, il y a une manifestation physiologique assez claire quand on est complètement excité ou quand on est complètement détendu, ça se sent et ça se mesure. Donc, comment bien mesurer cet état de détente ou de stimulation? Alors, comment on peut mesurer ça? Bien, comme j'ai dit, il suffit de demander aux consommateurs ou aux participants, mais on peut aussi mettre des capteurs au niveau de physiologique. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Et pour savoir quel capteur met, il y en a beaucoup, hein, des capteurs. Il y a beaucoup de mesures qui peuvent être faites. Donc, il faut choisir des mesures qui sont pertinentes et pas trop redondantes. Enfin, un peu de redondance parce que ça stabilise, mais ça sert à rien de mettre 800 mesures cardiaques qui vont un peu toutes nous dire que le cœur accélère ou diminue ou bien qu'il bat plus fort ou plus faible. Il faut être parcimonieux dans le choix des capteurs. Et donc, ce qu'on va essayer de, je ne sais pas si vous êtes familier avec les divisions du système nerveux autonome, mais je pense que oui quand même. Vous avez, il y a deux grandes branches, hein, sympathique et parasympathique. Il y en a une qui va avoir tendance à être fonctionnellement en affinité avec de l'énergie, c'est la branche sympathique. Quand elle s'active, vous allez libérer du sucre, vous allez augmenter la fréquence cardiaque, respiratoire, vous allez arrêter de mobiliser des organes inutiles pour la situation où vous devez réagir promptement et avec force. Et puis, donc ça, c'est plutôt le côté, bien évidemment, énergisant. Donc, plus le système nerveux sympathique est actif, plus la probabilité que vous soyez dans un état d'énergie est élevée. Et à contrario, quand vous avez une stimulation du système nerveux parasympathique, ben c'est plutôt, voilà, j'ai de l'énergie et je me pose pour digérer. Et donc ça, c'est plutôt relaxant et stocker l'énergie. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des sous-branches qui pouvaient être, c'est-à-dire qu'au bout de chacun de ces systèmes, vous avez de l'adrénergique et du cholinergique, ce qui n'est pas souvent divisé à ce niveau-là. Et pourtant, si jamais on utilise deux capteurs, qui sont le pulse et puis l'activité électrodermale, ça permet peut-être, je dis peut-être, de pouvoir trouver des situations où on pourrait séparer les cas où c'est une stimulation adrénergique ou cholinergique du système nerveux sympathique et adrénergique et cholinergique du parasympathique, ce qui peut être intéressant. Donc peut-être qu'on a une granularité un peu supérieure juste avec seulement deux capteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant le resting state, on a mesuré le pulse. Et ce pulse, on peut tirer des mesures de rythme. Ici, ce que vous avez là, c'est les variations du rythme cardiaque, la fameuse variabilité cardiaque avec la barre horizontale qui est la moyenne. Ce que vous voyez, c'est que vous avez des fluctuations et on sait prédire que s'il y a une augmentation d'énergie, alors il doit y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Et s'il y a une augmentation d'énergie, il doit y avoir une diminution de cette variabilité cardiaque qu'on peut mesurer de différentes façons. Donc, on a des mesures temporelles qu'on peut prendre avec le pulse. Et on a aussi des mesures d'amplitude, très peu utilisées, mais moi je suis un fervent de cette mesure-là. Pourquoi? Parce elle reflète la vasoconstriction des vaisseaux et c'est lié à une stimulation cholinergique, adrénergique, pardon. Donc, vous avez ici une mesure au niveau des vaisseaux de la contraction et la dilatation de ces vaisseaux. Et vous voyez bien quand il y a une diminution du pic ici, ben, une diminution de la diffusion sanguine, et donc vous voyez bien une diminution de l'amplitude ici. Donc, des mesures temporelles, des mesures d'amplitude. Et on a aussi l'activité électrodermale, où on peut regarder le nombre de réponses ou l'amplitude des réponses pendant le resting state. Et ça, c'est pendant, ils sentent, ils mesurent des échelles, et à la fin, c'est le resting state, et c'est là qu'on mesure la physio. Toujours les mêmes odeurs, puisque c'est dans la même manip. Et ce que j'ai fait tout d'abord, c'est j'ai mis toutes les mesures physio
dans une analyse en réseau qui est en gros un moyen de regarder toutes les corrélations partielles entre donc corrigées entre les différentes odeurs, basées sur la physio, sans mettre du subjectif dedans, sans mettre les réponses des gens. J'ai regardé juste le pattern de physio. Et on voit un réseau qui sort ici avec deux grands groupes d'odeurs. Et comme par hasard, si on met le nom des odeurs dessus, on s'aperçoit qu'il y a un groupe des odeurs dites activatrice énergique qu'on a considéré et un groupe des odeurs qui est plutôt relaxante. En aveugle, je répète, rien qu'avec la physio qui est mis dans le réseau, hein, sans demander aux gens. Ça, c'est les corrélations entre toutes les mesures. Je vais passer, mais avec le replay, vous pourrez regarder. Et donc là où, où ce serait intéressant d'avoir, c'est non pas 5 mesures différentes. C'est un peu compliqué de faire des- Enfin, l'idée, c'était d'avoir un index afin de résumer ces 5 mesures. Parce que j'ai des mesures qui sont en millisecondes, d'autres en millisecondes carrées, j'ai des mesures en battements par minute, des mesures en amplitude qui sont arbitraires et des mesures en nombre. Donc, l'idée, ça a été de standardiser tout ça au sein des stimulations, faire une normale centrée réduite, hein, tout simplement, au niveau individuel. Et on peut créer un indicateur, dont vous avez la belle formule qui est là, mais ça n'est autre qu'une une normalisation. C'est juste elle est signée parce qu'il y en a une, on connaît la direction des indicateurs, hein. Si c'est RMSSD, ça va dans tel sens quand c'est parasympathique et tel autre sens quand ça va quand c'est le sympathique. Donc, il suffit de pas se tromper dans les signes. Et puis, ben, on peut sortir un index, un ANS index. Et l'idée, c'est que plus grandes sont les valeurs, alors plus le système sympathique est activé, et plus faibles elles sont, et même négatives, plus c'est le système parasympathique qui est activé. Et donc, on peut, grâce à ça, regarder, par exemple, des candidats pris au hasard, pas du tout, bien choisis, mais qui sont absolument pas différents en valence, absolument pas différents en intensité, absolument pas différents en familiarité, jugés de manière différente sur le côté énergisant, et dont l'indicateur aussi montre des différences significatives, c'est-à-dire que le peppermint est beaucoup plus énergisant et en plus, la physiologie est plus reliée au système sympathique qui s'est activé que la lavande qui est jugée plus relaxante et qui a une physiologie, on va dire, beaucoup plus parasympathique. D'accord? Voilà, donc pour conclure, avant de prendre des questions si vous en avez, c'est de dire que oui, a priori, il y a plein d'angles différents qu'on peut aborder pour montrer que les odeurs sont capables effectivement de nous relaxer, de nous stimuler. Aussi bien au niveau verbal, comme on a vu, avec des mesures indirectes, donc étudier les processus implicites. On peut regarder au niveau cérébral et au niveau physiologique. Deux, j'ai mis un grand challenge, un grand défi, c'est bien évidemment la sensibilité de ces mesures, parce que si vous travaillez pour une industrie, typiquement, avec une industrie, pas pour, mais et puis elle va pas vous proposer de faire la différence entre la vanille et le menthol, on sait tous qu'il y a des différences, mais elle va vous proposer mon parfum 1 et mon parfum 2 qui vont différer uniquement que quelques composés à l'intérieur. Et la question, c'est lequel des deux relaxe le plus? Ben ça, c'est dur à répondre parce que si les parfums sont très proches d'un point de vue perceptif, il n'y a que quelques petits composés qui changent, votre mesure, elle risque de pas faire la différence entre les deux. Et c'est ce à quoi vraiment on se confronte quand on essaie de faire des outils appliqués. C'est pas de montrer qu'il y a des différences entre l'acide isovalérique et la vanille. Ça, on arrive à le faire facilement, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la mesure, vous aurez des super différences, des tailles d'effet magiques. Mais quand on va vous demander de faire la différence entre un jasmin et un lilas, ça va devenir un peu plus corsé d'un point de vue de la mesure à proposer. Donc, c'est un grand challenge quand on veut passer du fondamental à l'appliqué. Je tenais à souligner, parce que j'ai eu la chance de rencontrer ces gens, que si vous êtes intéressé, il y a une thèse d'Alessia Bakar-Nika et des publications qui sortent sur les aspects de modification du temps liés aux relaxations et stimulations des odeurs. Et puis, il y a la thèse de Valentin Gibaudot, qui je ne pense pas soit déjà disponible sur thèse.fr ou ailleurs, ça faudra vérifier, mais qui est beaucoup plus dans les mécanismes d'action liés à la respiration, qui est moins dans les mesures comme moi j'ai présenté aujourd'hui. Et voilà, et toutes ces études ont été faites avec des gens que peut-être vous connaissez, vous avez rencontrés, et je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis
ravi d'y répondre, enfin, d'essayer en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain, pour ces J'ai été limpide apparemment. intéressants. Et voilà, on demande si des gens ont des questions sur ce webinaire, sur la différence relaxante, énergisante, des approches. Je crois que Nadine Ravel a une question. Il y en a dans le chat aussi, ouais, je vois. Ouais. Je crois qu'on vous entend pas, Nadine. Je vais peut-être répondre à celle du chat là. Oui. Connaît-on de nombreux couples d'odeurs, autres que menthol et vanille, qui ne diffèrent que par leur dimension relaxante, énergisante? Euh, le truc, c'est que c'est très dépendant de l'échantillon. Alors oui, il y a des bons candidats, hein. Ceux que j'ai présentés là, ceux que j'ai présentés sont des bons candidats. Si vous prenez des couples qui sont dans cette liste-là, donc si vous comparez l'anétol et le magnolia, eucalyptol, strawberry, ce sont des couples qui sont tous les deux agréables. Ils vont bien sûr différer sur plein d'autres aspects que juste énergisant et relaxant, parce que bah, ils sentent pas la même chose tout simplement, donc ils font appel à plein d'autres choses. Mais en tout cas, en niveau familiarité, ils sont assez similaires. Au niveau liking, donc hédonicité, ils sont assez similaires, mais ça faut le contrôler parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, bien sûr, le calyptol ou ce genre de choses. Donc il y a pas, je connais pas de banque de données qui mettent, mais il faut. Le truc, c'est qu'il faut piloter, je pense. Donc déjà faire quelques tests avant, et puis il faut toujours demander pendant la manip, ne serait-ce que pour pouvoir exclure des gens si jamais ils font pas du tout dans les évaluations comme il faudrait. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu, mais Nadine, toujours pas? Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous avez testé l'effet relaxant stimulant des odeurs dans des contextes plus écologiques? Je pense aux environnements multisensoriels et en tout cas moins contrôlés. Euh, on a commencé à faire des études sur l'introduction d'odeurs en réalité virtuelle, Euh, mais comme moi je suis très attaché aux mesures physiologiques, Euh, et que ben, en réalité virtuelle, on retrouve un ennemi numéro un de la physiologie qui est le mouvement, ou alors il faut juste que les gens ne bougent pas, ni la tête, ni rien, mais je vois pas le sens de faire des choses en réalité virtuelle si les gens ne peuvent pas être immergés. Donc de mon côté, il y a quelques études dans la littérature, oui, sur la diffusion d'odeurs. Mais nous, on n'a pas vraiment fait dans des contextes écologiques parce qu'on fait beaucoup de labos et c'est après, quand on transfère pour l'industriel, qui va tester en test consommateur, mais ça restera du verbal. Voilà, ça restera du verbal. En termes de physiologie, ce serait un cauchemar, je pense, de tester ça chez soi et d'avoir des mesures fiables, pardon, à cause des mouvements. Je fais une dernière tentative. Est-ce que vous Oui, m'entendez cette fois? Oui, magique. C'était basique en fait. Si je mets pas le micro, vous pouvez pas m'entendre. Ah oui. Donc, merci beaucoup. Et moi, je connaissais pas toutes ces méthodes que tu as mis en place. Je voulais juste revenir sur la conclusion que tu as, enfin, le point d'attention que tu as donné pour les manips d'amorçage, donc au tout début Ouais. de ton exposé, où tu dis que il faut faire attention parce que si on reconnaît le citron, ou pas le citron, mais le peppermint ou la vanille, eh bien, le côté sémantique peut, peut modifier les choses, enfin, peut avoir un effet. Moi, je pensais moi, je pensais aussi à l'épisodique, mais tu en as pas du tout parlé. Et surtout en regard de la composante émotionnelle, en fait. Mm. Et Alors, d'ailleurs, l'épisodique et le sémantique peuvent aussi oui, tout à fait. être un peu dissonants. C'est pour ça que c'est pas une mesure de choix.
C'est pour ça qu'on a fait une étude, ça marche, mais c'est qu'une première entrée dans l'implicite, parce que ça ouvre. Ça dépend vraiment si on veut un outil, et dans ce cas-là, ça peut marcher, on peut voir des différences, ou si on veut rentrer dans les mécanismes derrière, où là, il nous faudrait mais vraiment mieux contrôler ce qui a été fait en termes de propriété de l'odeur, bien évidemment. Quand je dis propriété, c'est pas intrinsèque, Mm. c'est en interaction avec le participant. Donc effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté familiarité. Bon, là, c'était contrôlé en termes de familiarité, mais c'est peut-être Oui, plus large que ça. Donc, la connaissance qu'on a sur l'odeur aussi pourrait jouer. Mais voilà, là, c'était plus... l'expérience, ouais, voilà, oui, 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 ça, je l'expérience suis positive complètement ou d'accord. négative. Complètement Mm, d'accord. mm. C'est des gros biais potentiels. Voilà, c'est pas des biais, c'est des mécanismes d'explication différents. Voilà, c'est pas Voilà, un non, biais non, dans la c'est mesure. juste moduler Ouais, l'interprétation et exactement, pas, voilà, exactement, là, ok. tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour cet Merci à exposé. vous. Oui. Oui, c'est bon, je pense que vous pouviez y aller. Oui. Sylvain, du coup, je te remercie pour ta Ouais. présentation. Donc, c'est Stéphanie Chambaron du CSGA. Moi, je voudrais discuter avec toi de la manip sur l'amorçage olfactif, puisque moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup utiliser cet amorçage olfactif, alors dans le domaine alimentaire, mais de manière différente, et je rejoins tes conclusions. Toi, tes participants sont informés de ce qu'ils viennent faire, ils sont installés, tu leur mets la canule dans le nez, comme tu dis, l'odeur est délivrée, donc ils sont pleinement conscients, avec tout ce qu'on vient de discuter avec notre collègue aussi, voilà, ils reconnaissent l'odeur, etc., etc. Mais du coup, pour que on va dire, ton paradigme d'amorçage fonctionne et que tu sois censé bien mesurer ce que tu veux mesurer, c'est-à-dire des activations de concept, est-ce que tu aurais la possibilité justement d'exposer toi tes participants de manière non attentive, entre guillemets non consciente, pour pas justement qu'ils reconnaissent explicitement cette odeur et que tu bascules sur autre chose. Tu vois, comme on a dit, c'est pas un biais, c'est juste que tu vas pas mesurer ce que tu es censé mesurer ou ce que tu veux mesurer. Parce que tu vois, l'amorçage olfactif implicite, moi j'ai utilisé avec des odeurs alimentaires, de poires, de gâteaux, etc. Et je peux t'assurer que quand les participants ne sont pas informés, ne sont pas attentifs d'avoir été exposés à cette odeur, tu peux vraiment, dans ces cas-là, mesurer des activations de concept. Toi, ce qui t'intéresse ici, énergie, relax. Et donc, du coup, mais je pense que c'est juste une façon d'exposer tes participants à l'odeur, en fait. Oui, tout à fait. Alors, je suis complètement d'accord. Là, on n'est pas parti sur des histoires de diffuseurs qu'on mettrait dans des pièces. Parce que un des enjeux de la technique, là, c'était de pouvoir imaginer, euh, de pouvoir mesurer plus que deux odeurs et donc de pouvoir les comparer entre elles. Donc, si on fait ça en diffuseur dans une pièce, il faut avoir beaucoup de pièces. C'est au niveau mais c'est une technique, ouais, qui pourrait être bien, c'est de faire une tâche dans une pièce qui sent légèrement l'odeur en question et on regarde l'influence par rapport à d'autres pièces. Il y a plusieurs techniques comme ça. Mais là, comme la question, c'était aussi de pouvoir comparer ensemble une dizaine d'odeurs, on l'a pas juste menthe et vanille, mais dans un même protocole, on pourrait imaginer, bon, de présenter beaucoup plus et de regarder leurs effets relatifs. Ça devient lourd à faire d'un point de vue expérimental. C'est pas infaisable, il faut avoir des ressources, il faut de la motivation, mais c'est faisable. Je suis complètement d'accord parce que là, les gens, on peut pas dire que c'est pas du tout enfin, implicite. C'est implicite dans le sens où ils n'ont rien à faire avec. Voilà. C'est ça. Voilà, tu ne vas pas Mais les questionner directement non, dans ce. à la Voilà. Mais fin, par contre, à la voilà, fin, oui. voilà. Mais par contre, le design, lui, ne te permet pas d'aller mesurer des Non. choses qui sont implicites. Non, 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 je mesure juste un effet de l'odeur sur des mesures Ouais, l'odeur n'est pas liée à la tâche et pourtant elle a un effet sur la tâche que je propose après. C'est vraiment ça. Le mécanisme derrière, alors là, c'est trop brouillon pour pouvoir répondre. Parce Mhm. que avec le problème de l'implicit association task, l'autre tâche, Mhm. c'est que on contraste toujours deux odeurs entre elles. Donc, mes effets, ils sont liés à quoi? C'est parce que le menthol les stimule ou parce que la vanille, elle relaxe? Donc, c'est des couples. Donc ça, c'est dur à trancher avec ça. Alors, il existe des versions de Ouais. l'implicit association task avec une seule stimulation, Un etc. single? Ouais, Ouais, tu fais un exact. single. Mhm. On n'a pas vraiment fait. Voilà. Après, faut faire des choix, mais c'est le problème de cette association implicite task-là, c'est qu'il est peut-être plus implicite dans ce dont on a parlé, mais par contre, enfin, en tout cas,
il teste beaucoup plus forcément la force d'association entre les concepts que le priming, mais il a ce côté de défaut qu'on va tester l'un par rapport à l'autre. Et si on est là dans le mode aider quelqu'un à dire ton parfum il est relaxant, si on lui dit ton parfum il est plus relaxant que l'autre, ça Ouais, l'intéresse pas. Voilà, il faut qu'il sache exactement dans l'absolu. Ou alors, ah, si, ça marche parce qu'après ils font ce qu'ils appellent du benchmark, c'est-à-dire qu'ils ouais, font tous les tests par rapport à une molécule qui change jamais. Et dans ce cas-là, ils comparent tout par rapport à celle-là, par exemple. ouais. Ok, Mais je suis d'accord avec toutes ces réflexions. ok. Merci. Je te remercie. Est-ce qu'il y avait dans le chat? Merci. Je trouve une question dans le chat de la part de Frédéric Surilla. Oh, c'est un peu plus haut alors. Ah, Oh. avez-vous pensé à mesurer la différence entre les odeurs issues de molécules de synthèse et les odeurs vivantes issues d'huile essentielle, par exemple? Ok. Alors, on a ça. On a ça dans des études IRM où on a eucalyptus, eucalyptol, on a caramel versus noctatone, donc, le nom je l'écorche, mais donc on a essayé de regarder un petit peu, et là on va faire des manips de dissimilarités au niveau cérébral où on va avoir des odeurs qui se ressemblent et qui sont des mélanges ou des composés monomoléculaires. Globalement, j'ai jamais vu de différence. Voilà. Pour être honnête, j'ai jamais vu de différence sur la physiologie. Jamais vu de différence au niveau cérébral, temps de réaction. Jamais vu de différence. Vous demandez aux gens, vous en avez. Parce que ça sent quand même pas la même chose, c'est-à-dire une huile essentielle et le composé monomoléculaire. Non, on sent qu'il y a une richesse, autre chose. Mais c'est pas suffisant pour l'instant, d'après ce que je sais, pour créer des différences significatives au niveau physiologique et même cérébral. Il doit en avoir, hein, il faudrait mesurer ça dans le piriforme antérieur ou postérieur et d'aller voir les patterns d'activation. Mais voilà, juste pour faire la différence entre une huile essentielle et le composé monomoléculaire, on peut déjà prédire que il y aura des patterns différents. Ouais, je pense. J'espère que j'ai bien répondu. Ok, bah, super. Alors moi, j'avais aussi une petite question, peut-être un peu naïve. Est-ce que c'est envisageable, ce serait envisageable d'utiliser un panel anosmique au niveau des mesures physiologiques, surtout sur les molécules telles que le menthol, pour mesurer l'impact du trigéminal sur le côté energizing? Euh, oui, oui, je pense que ce serait envisageable. Si je pense que d'ailleurs, s'il y a bien des réactions qui vont avoir, c'est lié à cet aspect-là, hein. J'ai participé à Londres à une conférence où il y avait que des anosmiques. C'était vraiment très bizarre la manière dont ils parlaient de leur alimentaire et de la manière dont ils géraient l'alimentation par rapport à nous ou les odeurs en général, parce qu'ils prennent encore beaucoup de plaisir à manger, mais ils se basent uniquement sur ces aspects-là, donc texture, chaud, froid, trigéminal. Donc pour nous, c'est immangeable, hein, pour être clair, hein, c'est vraiment c'est violent parfois. Mais oui, ce serait le seul moyen de tester si c'est bien cet aspect trigéminal qui fait. Moi, je pense que c'est comme d'habitude, ça va être l'aspect trigéminal plus la signification de la molécule elle-même. Donc c'est un ensemble de... On a un peu surappris, on a appris ce que c'était la molécule, du coup, c'est un ensemble des deux. Je ne veux pas partir dans un débat inacquis, mais il y a bien une partie, je dirais, câblage qui serait la partie trigéminale. Puis après, il y a une partie qui serait association apprise au cours de l'existence qui conditionnerait un peu le reste. J'avais une question. Merci. Bonjour Oui, Sylvain. oui. Bonjour. Merci beaucoup. Très, très, très intéressant. Je voulais juste rebondir sur l'amygdala parce qu'effectivement, t'es passé rapidement. C'est surprenant et très intéressant, à mon avis, très porteur de. Je pensais, comme on sait que c'est lié à la mémoire, est-ce qu'on peut Ouais. creuser avec des odeurs qui sont peut-être un peu plus liées à à la mémoire pour certains, évidemment. Dans ces cas-là, il faut faire de l'individuel. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, alors l'hypothèse, c'est que l'amygdala, elle est dans la réactivité. C'est là maintenant, tout de suite, quand on sent l'odeur, elle fait un codage. Mais après, les réseaux qui sont modifiés n'impliquent plus cette réactivité immédiate Et j'ai pas beaucoup d'hypothèses, hein, pour être honnête. On s'attendait pas du tout à ne pas l'avoir. Donc, et puis, bon, voilà, après, c'est 18 participants. Faut pas s'emballer, quoi. Va falloir reproduire Oui, ça, bien sûr. voir si on retrouve ça. Parce que oui, les résultats de physio que je vous montre à la fin, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup d'odeurs, mais c'est justement quelque chose qu'on met en place là. On est en train de monter une manip où on va mettre beaucoup de gens et beaucoup d'odeurs pour voir si c'était juste un épiphénomène de la manip ou si on a quelque chose derrière, hein. Ça, c'est important de confirmer. Bien Donc, sûr. on ne va pas se précipiter non plus. Mais ce serait effectivement une belle piste de voir que ça se confirme et qu'on ne la voit pas impliquée par rapport au reste. Mm. Puis bon, ne pas l'avoir impliquée ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Oui, Il faut voilà. être Oui, oui. prudent. Toute la statistique qu'il y a derrière. Et puis là, on regardait de la connectivité. Enfin, il y a plein de questions et plein d'idées pour lesquelles on a pu ne pas l'avoir, quoi. Ça, c'est clair. Il faut être prudent. Merci. Merci. Eh bien, super, merci beaucoup Sylvain. Je pense qu'on n'a plus de questions dans le chat en tout cas. Et la thèse, je vois que dans le chat, la thèse de Valentin est disponible. Magnifique. Bien sûr. Donc, le lien pour ceux qui veulent. Nathalie qui doit. Ouais. Voilà. Et j'aimerais juste préciser à tout le monde que donc effectivement les webinaires peuvent être retrouvés ultérieurement sur la page YouTube du GDRO3 et sur le site aussi, je crois, si vous voulez revenir dessus pour en voir plus de détails. Oui. Merci beaucoup. Ben, Une merci à bonne journée vous. à tous. Merci. À Merci une d'avoir prochaine fois. intervenu. Au Au revoir. revoir.